Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 4e épisode du podcast. Je vais vous présenter toutes les personnes autour de la table, à commencer par moi puisque j'ai pris la parole. Donc moi c'est Marc Soclet, vous avez commencé à avoir l'habitude de me voir ou m'entendre dans ces podcasts. Donc je travaille pour une BOE et je suis coordinateur Supra. Et on a autour de la table aujourd'hui Mélanie Wills de Charleroi Métropole, Supra également. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous préférez qu'on vous présente en tant que supra ou coordinateur territorial? Moi, je trouve que coordinateur territorial, je préfère à Ouais. choisir parce que Supra, ça fait trop supérieur et je n'aime pas cette prétention. Voilà, Et et moi, donc c'est c'est Florian Flo. Etienne pour le coup. Bonjour à tous. Voilà, du pays des Condruzes, et donc Exactement. qui n'aime pas se sentir supérieur. C'est Non. très bien. Notre invité du jour, c'est Tito Agossou, coordinateur POLEC communal, ou CPC, de son petit acronyme, de la commune d'Ouffet. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire où est la commune d'Ouffet, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, la commune d'Ouffet est située dans le Condro. Donc, c'est l'une des 7 communes du Condro, pays de Condruse. Donc, on fait partie du GAL, pays de Condruse, je me répète. Et donc, est située entre la commune d'Antine. Donc, ce sont des communes qui sont périphériques à la commune d'Ouffet. Donc, il y a Antine, Clavier, Modave. Et de l'autre côté, tu as aussi Neupré, qui est tout au sud, au nord plutôt, pardon. Et donc, du coup, voilà, Oufé a le monopole, enfin, c'est une commune rurale de moins de 4000 habitants, hein, Oui, c'est tout petit. toute petite commune. Et voilà, on n'est pas tellement coté sur ce point-là au niveau, disons, des standings de ville, mais voilà, ça reste quand même une commune part rurale entière. à part entière. Oui, Tout à fait. Et si je peux me permettre de géolocaliser à plus grande échelle, c'est sur la province de Liège, du côté de la province de Namur et Luxembourg. Oui. C'est une des dernières communes qui fait la jonction. Ouais. Tout à fait. Et donc pour vous orienter encore plus pour ceux qui n'auraient pas Google Maps devant eux et qui auraient une géographie limitée, on enregistre cet épisode à Huy pour des raisons un petit peu de coordination, puisque comme vous l'entendez, on vient d'un petit peu partout en Wallonie et donc on n'est pas très loin de Ouffet. On est quoi, à 20 minutes? Une demi-heure. On a une demi-heure. Une ouais. demi-heure? Ok, parfait. Très bien. Alors, avant de faire un peu plus connaissance avec toi, Tito, quels vont être les sujets aujourd'hui du podcast? Eh bien, je vais vous demander à chacun, chacune, je vais être intransigeant, la plus grande prudence sur les mots que vous allez utiliser, parce que nous sommes ici en juillet 2023 et nous approchons la Exact. fameuse, la dangereuse période de prudence électorale. Et donc, Exact. c'est un sujet qui va nous occuper pendant la majeure partie de ce podcast, la prudence électorale. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. On aura l'occasion de parler aussi biodiversité avec toi, Tito et Florian. Et enfin, on va aussi également parler de réseau de chaleur, un peu comment s'y préparer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, etc. Est-ce que ça concerne juste les grandes villes ou les petites villes également aussi? On va discuter un petit peu de ça après avec Mélanie là-dessus. Bon, je me tourne vers toi du coup, Tito. Dis-nous un petit peu, c'est la question que j'essaye de poser à chaque fois. Comment est-ce que tu es devenu coordinateur POLEC? Comment est-ce qu'un jour on se lève un matin, je dis je veux être coordinateur POLEC? Ben, ça, c'est une bonne question. Donc, tout d'abord, de par mon parcours, d'abord, j'ai été qualiticien. Donc, j'ai travaillé dans un hôpital en tant que qualiticien. C'est J'ai quoi travaillé. qualiticien, juste pour- Qualiticien, c'est la personne qui gère toutes les normes qualité. D'accord. Tout ce qui est ISO 14001, 45001 et 9001. Donc, ça, c'est bref. Donc, c'est une matière qui n'est pas facile. Donc, ça améliore quand même disons, la qualité de l'institution, comment mettre en place les améliorations continues. Donc, voilà, essayer de mettre en place un management qualité qui quand même arrange un peu la situation au niveau administratif de l'institution. Et donc, moi, j'ai fait ça. Et après, j'ai travaillé dans une commune, donc dans la commune de Flémal. Et donc, j'y étais quand on a lancé l'appel à candidature pour recruter un coordinateur POLEC à Oufé. J'ai candidaté et voilà, j'ai été retenu par la commune. Mais il faut dire déjà que
j'avais déjà ce feeling-là de travailler au niveau environnemental parce que j'ai fait une formation dans le domaine en tant que conseiller en environnement. Et voilà, quand on m'a proposé ce poste-là, je n'ai pas réfléchi deux fois. Donc voilà, je me suis présenté et ça a été très bien. J'ai été pris pour ce poste. Et il faut dire que le POLEC, de par déjà les balises qui ont été fixées par la région, en tout cas la mission dédiée au coordinateur POLEC, je me retrouvais quand même pas mal dedans parce qu'il y avait le territoire, comment protéger l'environnement, la nature, comment sauvegarder les espèces qui sont en voie de disparition. Et voilà, c'était vraiment ce truc-là qui m'a fait un déclic. Je dis, bon, je peux bien travailler dans ce domaine-là. Donc voilà, pour répondre à ta question de comment je suis arrivé là, ben voilà, c'est toute une réflexion de comment, disons, prendre en charge le cadre, disons, de vie hein, des populations et des citoyens. Comment faire en sorte que réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire, mais aussi accompagner les citoyens sur la diminution ou la dépendance des énergies fossiles et tout ça. Voilà. Ça me plaisait de travailler dans ce domaine-là. Je pense que ça a été une opportunité pour moi. Je n'ai pas réfléchi deux fois. Oui, ça se voit et ça s'entend. En tout cas, je trouve ton positivisme par rapport à ça. Et du coup, tu es sur quelle subvention POLEC 22? POLEC 22, Ouais. donc j'ai été recruté RH 22, donc depuis bientôt un an que Ok. je suis là. Donc oui, voilà. En novembre. En octobre. En octobre, ouais. Ouais, Ok. voilà. Ah bah, comme moi. Ah ben voilà. Parfait. Très bien. Ben, parlons un petit peu de ce que vous faites à Oufet. Quels sont un petit peu les projets? Et là, quand on a préparé cette émission, Florian m'a dit que vous travaillez, il y avait pas mal de fiches de travail sur la question de la biodiversité, notamment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe spécifiquement à Oufet que vous travaillez à ce point-là sur la biodiversité? Tu vas y aller? Ah oui, Oui. tu peux déjà parler des différents appels à projets qui peuvent aider chaque commune de subventionner et de mettre en place différents projets. Il y a les ligneux, il y a biodiversité, il y a végétalisation. Échelle de quartier, ouais. Voilà, ça fait déjà quatre dossiers. Ouais. Et donc la commune du Fait a opté, et le collège communal m'a accompagné dans ce sens-là, de candidater à différents appels à projets, dont l'appel à projet biodiversité. On a eu une enveloppe de 12 000 euros pour mettre en place des actions biodiversité, la protection de la nature au niveau local. Et je parlais tout à l'heure de la protection de sanctuaires pour les batraciens. Donc ça, c'était une idée d'Inéblon. Donc c'est un ruisseau qui traverse la commune. Donc on va pouvoir quand même faire des actions dans ce sens-là. Avec ce projet-là, donc on a mis en place le COPIL et on a été se promener à vélo hein, avec tous les collègues qui sont impliqués, donc les parties prenantes, dont Florian était de la délégation. Donc on a fait le tour de toute la commune pour aller identifier les zones à protéger en termes de biodiversité. Et on a aussi candidaté pour l'appel à projet végétalisation échelle de quartier, que j'ai rendu même la semaine passée. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre en place des projets qui déminéralisent, par exemple, le sol hein, ou les endroits qu'on va pouvoir végétaliser. L'idée, c'est de lutter également contre les îlots de chaleur au niveau local. Et quoi d'autre? C'est pas mal d'actions qu'on est en Je train de t'interromps 2 mettre en secondes parce place. que ça veut dire que même pour les plus petites communes, tu expliquais Oufet, ben voilà, c'est 3000 habitants, donc a Oui, priori c'est plutôt 4000. 4000, pardon. un peu moins de Plutôt, 4 000. Ouais. plutôt une petite commune. Il y a quand même un phénomène de minéralisation aussi Oui, là-bas. je prends par exemple le cas de notre, enfin, c'est un ancien terrain de football qui a été identifié par le collège afin de pouvoir, disons, enlever des bétons qui ont été mis en place il y a très longtemps. Donc, on va pouvoir déminéraliser ce sol-là et mettre un parking végétalisé. Donc, l'idée, c'est de permettre l'infiltration des eaux directement dans le sol au lieu de les envoyer directement dans les canalisations, ce qui est interdit par le référentiel de gestion des eaux de pluie par la région. Donc l'idée, c'était vraiment de faire en quelque sorte une action qui
qui prend en compte les recommandations de la région en cette matière. Et donc, on va pouvoir installer également un parking autour du domaine, hein, pour permettre aux gens de s'égarer, parce qu'on a pas mal d'actions aussi à mettre en place sur ce terrain-là. Et la deuxième action, c'est de créer une mare, hein, de citoyenne au niveau de la commune, donc tout près de la place communale. Donc, on a identifié ce terrain-là, qui est un terrain communal qu'on va pouvoir viabiliser, on va dire, mettre en valeur pour permettre à chacun de pouvoir disons, se promener avec son chien ou aux étudiants d'aller faire des exercices sur place. Donc voilà. Ouais, ce serait une mare de sensibilisation. Une mare de sensibilisation pour les citoyens. Éducative aussi. Ouais. Parce qu'il y a... C'est ça le côté citoyen de Oui, la c'est mare. ça, ouais, entre autres. C'est une mare dans laquelle il va être mis en place des fiches pédagogiques qui va expliquer toute la vie qu'il y a dedans et autour de cette mare. Il y a une proposition qui a été faite lors de ce grand tour à vélo de faire un ponton qui traverse la mare sans la toucher, qui n'ait pas d'impact au niveau des berges, que pour pouvoir aller justement au cœur pour visualiser toute cette vie. Et ça se veut vraiment un outil de sensibilisation. C'est ça. Et donc, moi, j'ai pris contact avec Adalia, qui est une ASBL qui travaille dans ce cadre-là, qui va nous accompagner dans tout ce qui est rédaction de fiches, ou aussi nous accompagner dans la mise en place de la mare, ou même des actions qu'on organise en termes de mobilisation citoyenne, c'est-à-dire qu'on invite les citoyens à des réunions, à des réunions fixées par le COPIL, par exemple, et ils viennent nous donner les avis sur chaque projet, comment on peut les impliquer. Donc, via aussi des réunions qu'on organise dans le cadre du projet biodiversité, qui est une contrainte au niveau de la région wallonne, c'est-à-dire on doit faire une réunion par an. Mais nous, on en fait déjà pas mal, donc voilà, c'est déjà pas... C'est bien, c'est bien. La contrainte est remplie. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, la contrainte est rompue et non seulement ça, on fait plus que la région nous a demandé. Donc, après cette réunion-là, on doit justifier qu'on a quand même mobilisé dans l'année les citoyens, qu'on les a impliqués dans tout ce qu'on fait et qu'on a surtout pris en compte les désirata, par exemple, les recommandations à l'issue de ces réunions-là. Et c'est ce qu'on fait, qu'on essaye de faire. On va continuer aussi dans ce cadre-là. Et ce qui est assez important aussi qu'on a fait lors de ce grand tour à vélo, c'est d'identifier tous les endroits où il y a des coulées de boue et pour lutter contre l'érosion, on va implanter, la commune d'Oufet va mettre en place des haies vives pour lutter contre l'érosion et les coulées de boue. Parce que c'est quelque chose qui nous a impacté énormément dans nos communes rurales, c'est le travail avec les agriculteurs au final, de délimiter les champs et pour limiter déjà le travail des services travaux aussi qui sont occupés à remettre la boue dans les champs, puis l'agriculteur perd ses bonnes terres aussi avec l'érosion, donc tout ce travail-là a été identifié aussi au sein du territoire. Et lors de cette balade, vous avez eu l'occasion d'avoir justement les agriculteurs qui étaient présents ou avec qui vous avez pu échanger Non, pas vraiment. On a eu contact avec un citoyen fort engagé, justement, qui nous invitait à déminéraliser tout un sentier pour cet aspect rural, pour conserver cet aspect rural. Et pour les citoyens d'un petit hameau. Mais l'idée, en fait, lors de la balade, c'est vraiment de cartographier les zones à protéger au niveau du territoire. Et moi, je trouvais que c'était une idée très géniale, puisque bon, ça a été proposé par un des membres du COPIL. Et donc, on voit déjà, disons, cette portée-là de travailler ensemble, de créer un COPIL qui soit un COPIL où chacun vient donner son avis sur des projets et même des idées d'action à mettre en place. Moi, je trouve que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, et pour la commune entière. Donc voilà, c'est un COPIL très actif. On se voit tous les mois et demi. C'est ça. Donc la prochaine... Ah oui, effectivement. Ouais, c'est ça. La prochaine réunion, c'est lundi prochain. Donc on se retrouve encore pour essayer d'éplucher les choses qui ont été faites jusqu'ici, mais également de projeter dans le futur les actions à mener plutôt dans la commune. Voilà. Et dans les prochaines actions à mener, je reviens sur le sujet central qui était la biodiversité. On va proposer un tour de la biodiversité justement, mais au niveau supra, mais à l'initiative de la commune d'Oufet,
pour rassembler les citoyens de l'ensemble du GAL et faire une journée de présentation avec différents acteurs qui seraient invités pour présenter les avantages, les inconvénients d'augmenter la biodiversité et les trucs et astuces. Il faut savoir que l'Union européenne a voté une loi contraignante cette fois-ci, pour toutes les communes d'ailleurs maintenant. Donc on a l'obligation de restaurer 20% de son territoire, en tout cas pour la biodiversité dégradée au niveau du territoire. Donc on a cette obligation-là et les communes sont particulièrement visées par cette loi qui a été votée le Oui, parce qu'on 17. parle vraiment de territoire. Ouais, ça a été voté le 17 juin passé. Et la contrainte actuellement, c'est de pouvoir dégager 20% des actions au niveau biodiversité, au niveau de chaque territoire. On doit pouvoir restaurer 20% de la biodiversité dégradée. Donc ça, c'est vraiment une contrainte au niveau des communes et on va pouvoir faire des actions dans ce sens-là. Oui, donc on ne fait pas de pause environnementale. Non, tel que ça a été, disons, demandé par d'autres pays. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, mais on voilà. n'est pas ici pour faire de la politique. Non. Mais non, c'est bien. Et quand vous dites que ça a été mis en place par, par la commune de Houfet, c'est-à-dire ça s'est passé comment? Vous aviez ce projet-là et vous êtes venu auprès... vous avez des réunions collectives avec le GAL, etc. ou- Moi, en tant que coordinateur territorial, je suis membre de chaque comité de pilotage et je vais à chaque réunion des comités de pilotage quand l'agenda le permet, bien sûr. Et du coup, je relais les propositions qu'ils ont faites soit à d'autres communes, soit directement à la hiérarchie au niveau du GAL. Et donc, c'est lors d'un copil tout fait qui a été proposé de faire une grande journée biodiversité à destination des citoyens. Et rapidement, il est venu autour de la table que c'était pas possible d'organiser ça en interne sur une seule commune, enfin par une seule commune. Donc on peut le réaliser sur la commune en tant que telle, mais pas que l'ensemble de l'administration soit acteur et gestionnaire de ce grand projet, parce qu'il est voulu que ce projet ait une certaine envergure avec présence potentiellement des autorités supérieures, journalistes et autres, pour sensibiliser un maximum le citoyen. Ouais. Et du coup, le GAL va certainement prendre l'organisation en tant que telle en collaboration directe avec la commune d'Ouffet. Ouais, c'est peut-être l'occasion justement de revenir un peu sur les spécificités aussi du GAL, parce que peut-être que finalement dans nos communes qui sont inscrites dans la démarche POLEC, la plupart sont souvent soit avec des provinces ou des intercommunales, etc., mais connaissent peut-être moins les GAL. Est-ce qu'il y a peut-être, tu peux préciser, Florian, est-ce que toi, voilà, on travaille ensemble, est-ce que tu sens qu'il y a une différence peut-être en termes de proximité ou de champ d'action des GAL par rapport à d'autres structures? Je ne sais pas s'il y a une proximité qui est différente. Moi, c'est propre à ma personne aussi qui veut m'investir au-delà de ce qui m'est imposé, parce que la plupart des comités de pilotage sont le soir, donc c'est un choix. Mais la différence, je pense qu'avec une province et un GAL, c'est qu'on se veut être au plus proche des communes en vue de promouvoir le développement rural de nos communes. Il y a 21 GAL en Wallonie qui viennent de renouveler leur projet, leur fiche leader cette année. Et donc, la plupart des communes wallonnes ont un GAL avec qui elles peuvent collaborer sur des projets. Et une différence aussi, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe dans une province ou dans une intercommunale, c'est que chaque chargé de projet sont dans les bureaux juste à côté et ont chacun leur spécificité. Il y en a un qui va être responsable au niveau agriculture, justement, un autre mobilité, un autre pour le logement, une autre pour le réseau écologique, pour les pierres sèches et autres. Et donc, on se voit très régulièrement en réunion et on met ensemble aussi des projets mutualisés. Donc ça, c'est peut-être une différence, c'est que à travers une question qui m'est posée, elle va être relayée à un autre collègue qui a ça comme spécificité dans son portefeuille d'action. Et donc, ça va très très vite. On n'a pas non plus de hiérarchie à devoir respecter au niveau... je ne dois pas écrire une délibée pour pouvoir donner la main ou aller à un événement ou autre, ou en mettre en place. Donc ça, c'est aussi une liberté qu'on a en tant qu'ASBL d'un GAL. Oui, qui facilite certaines démarches administratives. Oui, en on tout gagne cas, énormément de temps.
Et si je peux même aller dans le même sens que lui, que Florian, je pense que la nécessité, enfin, je ne dirais même pas la nécessité, mais le fait d'avoir le GAL aux côtés des communes, hein, ça permet de mutualiser les forces au niveau, donc les forces vives au niveau local, et ça permet aussi d'atteindre des objectifs qu'on pourrait éventuellement, disons, je parle le cas d'un projet qui est commun à 2, 3, 4 communes. Le GAL est porteur du projet, mais les communes sont, disons, Partenaire direct. partenaires directs et c'est eux qui bénéficient directement du projet. Mais Ouais. le fait qu'on se mette ensemble pour élaborer, non seulement élaborer, mais exécuter le projet et faire le suivi et évaluation du projet, eh ben, le GAL est là pour nous accompagner, pour nous donner des pistes de solutions aussi, et des fois même pour aller chercher le financement. Donc, surtout, quand un financement n'est pas accessible à une commune, ben, on passe par le GAL, puisque le fait de réunir 2, 3, 4 communes ensemble, eh ben, on a la possibilité ou la facilité d'aller chercher le financement. Oui, ou simplement les financements qui sont destinés aux ASBL, étant donné que le GAL est une ASBL, Voilà, on c'est va ça. chercher ces Donc, subsides-là aussi à destination des communes. Oui. Donc l'argent ne fait que transiter par nos caisses, mais 100% est à destination des communes, sauf bien sûr les subsides RH pour engager le personnel, ce qu'on met également aussi en place. Mais le Pour, RH, c'est du service aux communes oui, aussi. c'est donc, ça, ce n'est que ça. elles sont de toute façon bénéficiaires. Ouais. Et ça peut aller aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire la commune est, disons, peut aller chercher le financement et solliciter l'appui de mise en place du projet par le GAL. Donc voilà, le GAL n'est pas, disons, éligible, on va dire, au projet, mais la commune, le fait que la commune soit éligible, eh bien, la commune peut postuler, aller chercher l'argent et la commune, le GAL plutôt va venir en appui au niveau réalisation du projet. Donc voilà, c'est vraiment un travail, je vais dire, de synergie, d'action, on va dire. Un côté gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ouais, bien sûr. Et du développement communautaire aussi. Donc, c'est très bien. Super. Eh bien, je propose qu'on commence à attaquer notre fameux sujet sur la prudence électorale. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que il y a des élections cette année. 2024, c'est une année particulière. Alors, on a eu une espèce déjà de Super Sunday le 9 juin avec Ouais. 3 élections différentes. Et peut-être que dans la population générale, on a tendance à oublier qu'il y a d'autres élections qui arrivent. Ce sont celles du 13 octobre, qui Oui. sont les élections locales, donc communales et provinciales. Alors évidemment, je pense que tout le monde qui travaille dans une commune est bien au courant, évidemment, de ça, puisque ça commence à parler énormément. Et on arrive dans cette fameuse période de prudence électorale. Alors de quoi on parle exactement? Il y a en fait 3 périodes, on va dire, qui marquent la fin du mandat politique. On a ce qu'on appelle la période électorale, tout simplement, qui démarre en fait 3 mois avant les élections. Donc elle démarre le 13 juillet 2024. Alors, cette période électorale, elle est régie par un code qui est le code de la démocratie locale et de la décentralisation. CDLD. CDLT, voilà. On voit que tu es technicien, on voit que tu as directement les infos, c'est très bien. Et en gros, qu'est-ce que ce code va dire? Il va mettre en avant le fait que, pour éviter notamment la question de la propagande électorale, donc par exemple les distributions de gadgets, etc., il vise à interdire ce genre de choses et ce genre de comportement. On a un vademecum aussi avec pas mal de recommandations, etc. Ensuite, après la période électorale, on a une deuxième période, juste après les élections, qui s'ouvre, c'est l'expédition des affaires courantes, qui est aussi mentionnée dans le code de le CDLD. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le conseil et le collège, finalement, vont expédier les affaires courantes jusqu'à l'installation de leur successeur. Alors ici, dans les élections qui nous occupent, ça va être le 2 décembre 2024 pour les conseils communaux et le 6 décembre pour la province. Voilà. Parce qu'on oublie, il existe encore des provinces en Belgique également. Exact. Alors, donc, qu'est-ce que ça signifie déjà les affaires courantes? En gros, il y a plusieurs éléments. C'est trois éléments. C'est la gestion quotidienne des affaires publiques. Voilà. C'est vraiment l'aspect day-to-day voilà, de la fonction publique. Il y a ce qu'on appelle les affaires urgentes, donc des éléments qui pourraient risquer de causer un préjudice
irréparable à la collectivité. Et enfin, les affaires en cours, donc ce qui est déjà engagé et qui constitue donc l'aboutissement normal des procédures qui ont été entamées par l'exécutif précédent. Donc ça, c'est vraiment la notion d'affaires courantes. Et donc, ce qu'on appelle la période de prudence, en fait, regroupe ces deux éléments-là. Donc, aujourd'hui, la période de prudence, elle va commencer, elle commencera, ou elle aura commencé en fonction de quand vous écouterez ce podcast, au 13 juillet 2023, et se terminera finalement avec la mise en place des nouvelles équipes au sein des collèges et Et en des France, conseils ça a déjà communaux. commencé le 1er juillet. Exactement, tout à fait. Je suis très bien. On a bien fait de l'inviter. Voilà. Et donc, à la différence du Code de la démocratie locale qui spécifie la période électorale et les affaires courantes, la période de prudence n'a pas de dimension légale en tant que telle. C'est-à-dire qu'elle est définie par une circulaire qui est envoyée par le ministre des Pouvoirs locaux et qui a été envoyée ici le 22 Le février. 22 février passé. Oui, si je ne me trompe pas. Et donc, ça coïncide avec le début de la période électorale et ça se terminera donc au moment de la passation. C'est pas si vieux que ça, cette période, en tout cas cette circulaire, ce petit texte qui est pas très long finalement, qui fait 7 pages, mais qui tape un petit peu sur le clou, puisque c'est depuis finalement en 2000 que systématiquement le ministre des Pouvoirs locaux va rappeler au conseil et aux collèges communaux cette notion de vigilance, de prudence et ce qu'elle contient finalement, et donc ce qui est notamment nécessaire ou pas de mettre en place et ce qui est nécessaire d'ajourner, en tout cas de reporter à plus tard. Donc certaines décisions, typiquement en matière de personnel, d'acquisition de biens, de création de nouveaux services, etc. Alors, sans rentrer trop dans les détails, après, si vous voulez lire la circulaire, je vous invite à le faire et on remettra évidemment le lien. Elle n'est pas très longue et comme je disais, elle fait 7 pages. Déjà, le nom de cette circulaire, c'est donc la circulaire concernant la période de prudence à l'approche des échéances électorales de 2024. Dans les grandes lignes, on n'a rien de révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que la circulaire, elle change peu d'année en année. Globalement, comme c'est régi, il y a des éléments qui sont régis aussi par un code. Il n'y a pas de nécessité de changer beaucoup de choses. C'est simplement faire un rappel de ces deux périodes de prudence électorale et de gestion des affaires courantes. Ce que j'ai remarqué et qui revient quand même énormément, c'est un focus sur la communication. On sent bien qu'il y a dû avoir des périodes où la parole a été utilisée de manière certainement inappropriée. Et d'ailleurs, pour le commun des mortels, les citoyens, période de prudence électorale, ça leur parle peut-être pas trop. On a tendance, quand on voit dans les médias, c'est l'idée notamment de respecter par exemple le temps de parole. Il y a aussi une période de prudence électorale finalement pour les médias qui s'applique à eux et certainement dans les organes publics aussi, même privés d'ailleurs avec le CSA. Là, on est plutôt lié à la notion d'équilibrer le temps de parole envers tous les candidats. Et donc ici, ce focus finalement sur la communication, il se retrouve dans le bulletin communal, dans les réseaux sociaux officiels aussi. Donc typiquement, si vous pouvez faire une communication de la commune, si un projet arrive à la fin, on le présente, mais sans mentionner par exemple spécifiquement, donc sans taguer par exemple les élus qui étaient potentiellement à la manœuvre sur ces projets-là. Ou mettre des photos. Ou mettre des photos, effectivement. Et donc vraiment ce qui est mis en avant, c'est d'essayer d'éviter la mise en avant justement de l'image personnelle des mandataires. Donc d'arriver à s'approprier ces éléments-là. Et ça, c'est vraiment un gros rappel à ce niveau-là. Maintenant, quelle influence ça peut avoir sur les CPC ? Certainement, si on parle de communication, ce qui va se compliquer, c'est la mise en avant potentiellement de projets qui ont été réalisés. Certains CPC travaillent depuis 2 ans, parfois 3 ans sur des projets communaux. En fait, ça va être plus compliqué aujourd'hui de mettre cette communication-là en avant, pour le citoyen aussi, parce que on ne va pas pouvoir mettre en avant les politiques, et donc il y a peut-être une propension
moindre à mettre en avant des projets si on ne peut pas mettre sa personnalité en avant. Mais moi, j'ai repéré deux éléments aussi, finalement, qui peuvent peut-être créer des problèmes peut-être un peu plus profonds que juste une question de communication. C'est notamment la création de nouveaux services. Donc, ce qu'on appelle là-dedans, c'est pas clairement défini non plus, c'est-à-dire création de nouveaux services, mais donc ça veut dire que des projets qu'on pourrait avoir, alors est-ce qu'ils sont dans la fiche dans le programme de travail ou pas? Est-ce qu'on considère, si on n'a pas encore travaillé dessus, est-ce que c'est un nouveau service? Est-ce qu'on va avoir finalement des nouveaux projets qui sont gelés pendant 6 mois, puisque la période de prudence s'étale de début juillet à début décembre. C'est une question et je te la poserai juste après Tito, voir comment on peut travailler là-dessus. Et évidemment, il y aura aussi une implication sur le budget 2025, puisqu'on ne peut pas prendre de décisions finalement qui vont engager et qui sont en lien avec potentiellement la création de nouveaux services. Et donc, il y a forcément une prudence qui sera plus grande par rapport à ça. Et donc, peut-être, on sait que le fait de déjà devoir engager du budget au-delà du budget RH, parce que là, celui-là, il est fixé, mais si on a besoin d'argent pour mettre en place des projets, il y aura sans doute une prudence qui va être plus grande, peut-être d'autant plus si il y a un risque relativement clair de majorité qui pourrait changer par la suite, et donc ça pourrait forcément affecter le travail que vous faites au quotidien. Donc voilà. Donc du coup, je me retourne vers toi, puisque donc, comme tu disais, toi, tu as déjà vécu une période de prudence électorale quand tu travaillais notamment à la commune de Flémal. Donc, est-ce que tu as pu voir ou vivre des éléments ou des projets qui ont été un peu mis en stand-by dû à cette période de prudence? Alors, il faut rappeler ici, ça c'est une bonne question que tu as posée. Et en plus, Merci. En plus la période s'y prête très bien, parce qu'on est en pré-période, on m'a dit, de cette période. Donc, oui, c'est vrai qu'au moment où on enregistre, on n'est pas encore techniquement on n'est en pas prudence, encore là, mais ça démarre effectivement le 13, déjà. pour se terminer le 13 aussi du mois d'octobre. Alors, il faut savoir que la philosophie de la période de prudence pendant, disons, les élections, ou post-élection, élection plutôt, c'est de ne pas bloquer, l'idée n'est pas de bloquer l'administration locale à ce niveau-là, mais c'est plutôt d'aider les élus et les fonctionnaires au niveau local de comment expédier en quelque sorte les affaires courantes et les expédier de manière, disons, avec la déontologie qui va avec, aussi avec la prudence, comme le mot prudence, la période de prudence, mais également de les aider à comment, disons, faire face à des difficultés que tu as énumérées tout à l'heure dans la présentation. Et à ce niveau-là, on va pouvoir faire attention à certaines choses. Je prends le cadre d'une administration locale qui se trouve confrontée à des projets qui ont été, disons, initiés avant cette période-là. Il est possible que pendant la période de prudence, qu'on a peut-être envie d'initier autre chose. Mais là où il faut faire attention, c'est de ne pas confondre la période de prudence avec de nouveaux projets qui vont naître et les projets qui ont été validés par le collège communal avant cette période-là. Et donc, il faut tenir compte des projets qui ont été validés et qui ont reçu l'aval du collège avant la période de prudence. Ces projets-là vont être conduits à bon port jusqu'à pendant la période de prudence. Par contre, on ne peut pas, disons, statuer ou décider pendant la période de prudence sur des gros projets qui vont impacter les finances publiques au niveau local, qui vont impacter aussi le personnel. Je prends le cas de la période de prudence qu'on décide de recruter un agent au niveau communal. Eh bien, ce sera la prudence de se dire, OK, est-ce que c'est nécessaire de recruter la personne pendant cette période-là? Alors, l'idée est ne pas de bloquer l'administration si la personne ne prend pas fonction parce qu'il y a une urgence. C'est peut-être quelqu'un qui va peut-être travailler au service de l'accueil au niveau de la commune. Mais si on n'engage pas cette personne-là, ça va faire que
ça va patiner un petit peu dans la continuité. Mais il faut déjà se poser la question de savoir la nécessité de recruter cette personne-là pendant cette période-là ou de faire remplacer d'autres personnes pendant la même période. Et en termes de financement, disons, les projets qui ont été décidés avant la période vont être continués, enfin, disons, aller dans le même sens, pour autant qu'on ne décide pas de s'impliquer financièrement pendant cette période-là. Donc, le collège communal, en bon père de famille, comme on le dit en droit, ils vont se pencher sur la question. Je me suis dit, OK, on va dégager cette somme-là. Est-ce que la somme a été déjà prévue avant la période? Si oui, ben, ce sera alors de la continuité de l'administration, ce qu'on appelle continuité de l'administration, et également d'évoquer le fait de ne pas engager d'autres dépenses pendant cette période de période de prudence. Et donc, c'est vraiment faire attention à comment budgétiser les choses et à comment prendre des décisions qui vont non seulement impacter le personnel, mais également impacter les finances publiques. Je vais prendre un exemple. On sait que quand on remet un programme de travail au moment de POLEC, on a 3 ans pour mettre en place les projets. On a des projets parfois qui peuvent être pré-budgétisés, mais qui ne sont pas forcément entamés. Je prends l'exemple des plateformes de rénovation énergétique, par exemple. On n'a pas toujours une idée du coût que ça peut représenter. On a un ou une CPC qui commence à travailler là-dessus, qui reçoit des offres, et finalement, le budget dépasse ce qui avait été prévu. On se retrouve en période de prudence électorale. Est-ce qu'un conseil communal peut engager la commune sur un projet qui avait été prévu, mais pour lequel le budget a augmenté par rapport avec ce qui était provisionné de manière un petit peu théorique? Alors, je reviens sur la même chose que je viens de dire tout à l'heure. Ça, c'est une décision du collège de se dire, OK, on réoriente, par exemple, le budget qui a été fixé. Mais il faut savoir que le collège a déjà donné son accord avant la période. Donc, c'est possible de réorienter sur l'accord pour autant que... En fait, ce qui se passe pendant cette période-là, c'est d'éviter que la nouvelle équipe qui va s'installer n'hérite pas d'une situation catastrophique. C'est ça. Et de les empêcher aussi d'assumer leurs fonctions une fois l'équipe installée. Donc, la philosophie ici, c'est de voir comment est-ce que c'est possible de faire. Si, entre-temps, on regarde les balises qui sont autour de la décision, on trouve que ça va non seulement impacter la nouvelle équipe qui va s'installer, ou ça ne va pas permettre l'éthique ou la morale qui est derrière tout ça, on peut s'empêcher de prendre cette décision-là. Maintenant, si ça concerne une toiture de la commune qui, dans 2 jours, va s'envoler, parce qu'on a un problème de sécurité au niveau de la commune, et non seulement pour les usagers de la commune, mais également pour les employés qui travaillent pour la commune, alors là, il est constaté de visu qu'une décision doit être prise au niveau financier, mais également au niveau du personnel qui doit quand même s'occuper à réparer le tir avant que ça ne soit trop tard. Parce que il faut savoir que si on laisse faire dans ce cas-là, il y a la protection civile qui va demander des comptes au niveau de la commune. Comment est-ce que vous n'avez pas pu prendre une décision de réparer le toit qui menace de tomber? Et donc, du coup, comme je le dis encore une fois, c'est vraiment d'analyser au cas par cas certaines situations dans ce cadre-là. Oui, parce que c'est vrai que les termes au niveau droit qui sont utilisés, ils sont sujets de toute façon à interprétation. Et comme tu l'as dit, le cas de passation des marchés, par exemple, où on doit prendre la décision d'acheter quelque chose qui n'est pas forcément prévu au budget ordinaire pendant cette période-là, on peut s'empêcher de le faire si il n'y a pas de répercussions, disons, négatives sur le fonctionnement de l'administration. Donc, si on peut s'empêcher de ne pas prendre des décisions pendant la période de prudence, on peut le faire. Maintenant, si ça va créer des contraintes au niveau administratif, mais je pense qu'il reviendra alors au collège de se pencher sur la situation et de se dire que nous, on a pris cette décision-là parce que, objectivement, on trouve que ça pourrait porter atteinte à la bonne marche de l'administration.
Je reviens sur la question que je te posais aussi dans ton expérience précédente. Est-ce que il y a vraiment ce sentiment parfois, on sent, tu le disais, hein, là, il y a la période de prudence, mais il y a la période de pré-prudence que tout le monde s'impose presque. Est-ce que tu as déjà vécu des situations où on a mis gentiment un petit projet au frigo parce que on se dit que politiquement, de toute façon, ça va être compliqué, donc on va pas lancer les démarches à ce niveau-là. Voilà. Non, personnellement, non, mais je pense, comme je l'ai dit, en bon père de famille, je pense que les élus sont conscients sur le fait que qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour ne pas entraver la bonne marche de l'administration demain. Je pense que tous les élus ont cette conscience-là de se dire, on décide quelque chose aujourd'hui qui ne va pas être quelque chose qui va être contraignant pour l'administration demain, et on va pouvoir, disons, prendre une décision qui va arranger tout le monde, toutes les parties, et non qui va faire en sorte que l'administration sera pointée du doigt dans 20 jours ou dans 30 jours, comme quoi on n'a pas pu faire quelque chose face à une situation gravissime. Donc, moi, personnellement, non, mais je pense que tous les élus d'ailleurs, ont cette conscience-là de prendre des décisions au moment où il le faut et pour la bonne marche de l'administration locale. Merci. On entend en tout cas dans ton expérience que c'est pas forcément trop limitant dans le travail qu'on peut faire. Une espèce de flou, oui. Et je pense que la circulaire dont tu parles n'a pas été figée, en fait. C'est vraiment de laisser le libre choix aux élus de décider de comment on peut gérer une situation qui survienne comme ça, du jour au lendemain, et pour donner un éventail beaucoup plus large. Donc voilà, la philosophie de ne pas bloquer l'administration locale, mais c'est plutôt de solutionner les choses avec l'éthique qui va avec. Donc, voilà. Moi, je pense qu'une commune n'est pas l'autre, parce que j'ai des exemples opposés à ce que Tito vit au sein même de notre GAL, où le coordinateur Polek me téléphone en me disant écoute, j'ai proposé 2 projets au collège, ils m'ont dit on verra après les élections, et ça, il y a déjà 1 mois. Donc, il y a des côtés un peu décourageants aussi de la part, enfin, qui est vécu par ce coordinateur Polek de son collège, qui lui dit en fait non, tu vas travailler que sur ce projet-là pour 4 mois parce que c'est ce qu'on a décidé et les autres t'oublient. Ça sert même à rien de nous redéposer un projet sur la table du collège. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec la période de prudence. C'est peut-être une excuse qui est utilisée. En tout cas, c'est peut-être une excuse, mais la réponse que le collège donne à ce coordinateur-là, c'est on verra après les élections. Tu nous redéposes ce projet-là sur la table du collège après. Est-ce que tu as un retour, toi? Pas spécialement de retour des coordinateurs Polek, mais je me disais donc peut-être tous les projets qui sont fort ambitieux. Là, comme tu dis, Florian, peut-être que les élus seront vraiment frileux et diront qu'ils reportent ça à plus tard et que peut-être ils mettent le focus peut-être sur des plus petits projets à ce stade-ci. Surtout des projets qui ont une décision financière énorme, quoi. Ouais, donc, je suis d'accord avec le coordinateur dont tu parles, mais en fait, l'idée dont ici... on ne citera pas le nom. Dont on ne citera pas le nom. Mais il n'y a que cette commune dans le Galles des Pays. Ouais, c'est ça. Voilà, mais ici, l'idée n'est pas de faire en sorte que, oui, mais la personne n'ait pas des ressources nécessaires pour faire son travail. Si le collège est conscient de l'envergure du projet, je pense qu'ils pourront donner leur accord, pour autant que le coordinateur, en fait, justifie la nécessité de faire le projet maintenant. Parce que, voilà, c'est ça aussi l'enjeu de se dire, OK, le projet, est-ce qu'il y a une nécessité de réaliser ce projet-là maintenant? On pourrait parler du changement climatique. On pourrait comme nécessité absolue. Quelle est l'urgence? Oui, quel est le degré d'urgence? C'est ça. 1,1, comme on a dit hier au JT. L'urgence versus la prudence. On entend que c'est pas toujours évident, mais par contre, ce qu'on peut faire, on a une période de 6 mois qui parfois peut-être même qui commence déjà un petit peu avant. On va essayer de se concentrer aussi, de voir comment on peut mettre un petit peu ça à profit. Et en préparant l'émission, tu avais une idée lumineuse, Mélanie, par rapport à ça. En tout cas, un retour à nous faire là-dessus. Oui, tout à fait, Marc. Donc, comme tu dis, c'est peut-être une période qui permet de travailler un peu plus sur le fond, sur la direction qu'on veut donner à Polek au sein de sa commune.
Et j'aurais peut-être un exemple de travail de fond, comme tu dis, c'est celui lié à l'activation ou la création des comités de pilotage. Alors on sait déjà qu'il y a beaucoup de communes qui en ont déjà un, comme toi Tito qui est assez actif, mais d'autres qui n'en ont pas encore ou qui éprouvent des difficultés à le mobiliser. Et donc, par rapport à ça, comme vous le savez tous, il y a eu un marché qui permet à une vingtaine de communes de bénéficier d'un accompagnement pour ce comité de pilotage. Les communes sélectionnées ont été prévenues récemment. Et il y a eu un premier groupe de travail entre les prestataires qui vont accompagner ces communes. Donc pour rappel, les prestataires, ce sont Ecores, Énergie Commune et Espace Environnement, qui vont se répartir un peu les communes en fonction des différentes régions. Et ces prestataires se demandaient, tiens, comment faire en période de prudence électorale pour lancer cet accompagnement aux communes, tout en ne faisant pas de propositions qui pourraient être reportées à plus tard, et surtout que les élus ne valident pas le comité de pilotage qui sera créé ou réactivé. Et donc voilà, ils discutaient entre eux et ils se sont dit c'est peut-être l'occasion de préparer pendant ces 6 mois une proposition claire, bien ficelée de comment sera le COPIL, donc ses mandats, ses membres, sa structure, son organisation interne, mais même ça va jusqu'aux modalités pratiques qui parfois sont un peu à déterminer. Donc voilà, c'était la méthodologie qu'ils discutaient et qui va certainement être menée au cours de ces 6 mois de préparation d'une proposition bien ficelée de comité de pilotage POLEC. Oui, c'est vrai que les politiques vont finalement être moins accessibles, ou en tout cas auront moins de marge de manœuvre, et c'est l'occasion de se tourner plutôt vers les citoyens, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, comme tu dis, les élus peut-être auront moins envie d'entendre parler de POLEC pour l'instant, mais les citoyens, eux, c'est peut-être un moment clé aussi pour les mobiliser. Donc, tu disais, Tito, c'est super chouette qu'ils s'engagent déjà dans des projets liés aux appels à projets biodiversité. Et voilà, c'est vraiment l'occasion, notamment de les sensibiliser, tout en faisant attention à la communication. On a bien entendu que c'était aussi délicat. Mais voilà, c'est tout à fait une période propice à cela, et aussi mettre la thématique de l'énergie et du climat au centre de leurs préoccupations pendant cette période. Oui, moi, ça me fait penser à un peu un lien. Finalement, il y a beaucoup d'associations, d'organisations qui, en période préélectorale, travaillent sur des mémorandums à destination des politiques. Le COPIL, il peut être force de proposition là-dessus. C'est d'ailleurs normalement son rôle, même à la fois force de proposition et potentiellement de décision. Après, on sait que c'est très très variable en fonction des COPIL et des communes, mais d'arriver finalement avec un petit cahier de propositions à avancer là-dessus pour les nouvelles équipes qui se mettent en place, ça peut être un bon plan. Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, et même dans la charte qui a été mise à disposition des coordinateurs, le COPIL se veut un laboratoire des idées à proposer aux politiques. Et c'est pour ça que nous, on s'est même appuyé sur ça. Et Florian et moi, on a travaillé beaucoup sur cette thématique-là, de voir ce qui est possible d'abord au niveau du COPIL, avant d'aller vers le politique pour leur dire, voilà, nous, en faisant un diagnostic au niveau territorial, on a pu identifier des actions qu'on pourrait éventuellement mener. Et c'est ça qui nous a servi pour la dernière action que j'ai décrite ici, la balade à vélo. On a quand même pas mal identifié des actions qu'on pourrait mettre en place au niveau de la commune d'Oufé. Et ça nous a servi aussi à justifier le bien fondé de tout ça. Donc, ils sont persuadés qu'on ne fait pas un travail dans nos quatre murs au bureau et tout ça. On sort quand même pour aller voir, aller toucher du doigt les réalités du terrain afin de revenir vers eux pour proposer des actions qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Mais une des forces du COPIL que Tito mène, c'est qu'il y a 2 élus qui sont... J'allais vous poser la question. Il y a 2 échevins qui sont présents et actifs et présents à chaque réunion. Et est-ce que c'est pas un élément bloquant, justement? Moi, je sais que j'ai eu des retours où il y a parfois des COPIL
ils sont en partie politisés, pour le meilleur et pour le pire, mais où du coup, justement, le fait que ce soit politisé, les élus vont se mettre en retrait et disent on met un stop finalement au copil. En tout cas, chez vous, c'est pas le cas. Moi, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que, en tout cas, je ne travaille pas avec eux au quotidien. Tito, tu pourras l'exprimer par après. Mais j'ai l'impression qu'ils viennent en tant que com, et puis après, qu'ils portent les projets du COPIL face au collège en tant qu'élus. J'ai l'impression qu'ils arrivent à bien faire la distinction entre ces doubles casquettes. Ouais, exactement comme tu dis. Je pense que c'est quand même bénéfique pour la commune d'avoir des élus qui soient plutôt membres du COPIL. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent aussi le milieu. Donc, ils ont une connaissance avérée de la situation géographique du territoire. Mais non seulement ça, ils participent à la construction de l'idée. Au lieu que ce soit nous autres membres qui ne soient pas politisés, enfin, qui soient, disons, des employés de la commune, qui décident et allons proposer au collège communal, je pense que le fait qu'ils soient acteurs de la décision ou de la construction de l'idée, ça participe aussi à légitimer quelque part la décision qui est prise ou bien les discussions qu'on a eues au niveau du COPIL auprès du collège communal. Et aussi à valider en quelque sorte les idées qu'on a construites plutôt au niveau du COPIL auprès du collège communal. Le retour aussi qu'on a, c'est le fait que ces deux élus-là qui font membre du COPIL du Doufé ont aussi une connaissance du domaine POLEC. Par exemple, il y a le Jean-Marc qui est disons, le référent du POLEC au niveau du collège. Donc, il a été désigné par le collège pour superviser tout ce qui est travail du coordinateur POLEC. Et puis, il y a l'autre qui s'occupe de l'urbanisme et de l'environnement, qui est aussi voilà, qui fait partie du COPIL. Et le retour qu'on a souvent, c'est de les interpeller directement au niveau du COPIL par rapport à des choses qu'on doit discuter. Je pense que c'est bénéfique et ça permet quand même de créer cette dynamique-là du collège et en même temps du COPIL, quoi. Oui, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que la région, en tout cas, n'impose pas, mais valorise la présence d'élus au sein du COPIL. Après, il y a cet équilibre à trouver entre la présence et la participation et le fait de parfois peut-être phagocyter un petit peu les discussions et de limiter les échanges. Évidemment, ça, c'est très dépendant à la fois des personnalités et des fonctionnements des communes. Hein, Et peut-être aussi d'insister, enfin, le coordinateur doit insister aussi auprès de ces élus-là qui sont membres du COPIL de la nécessité de faire telle chose et justifier le bien fondé de la chose parce que un élu n'a pas nécessairement les connaissances de ce qui doit être fait dans le cadre du POLEC. Et donc, il revient au coordinateur de prendre le dessus, de justifier et de ne pas, disons, se laisser gouverner par le politique. Et donc, c'est aussi son rôle de prendre position par rapport à ce qui doit être fait et d'assumer pleinement son choix auprès du collège. Parce que ça aurait été le contraire, alors là, il va se trouver heurté par une intimidation de part et d'autre. Mais le fait qu'il assume son rôle et qu'il justifie le bien fondé du projet qu'il a proposé, je pense que le politique n'a que le choix d'aller dans sa direction, quoi. Oui, d'autant plus que c'est un emploi qui est subsidié pour réaliser un programme de travail. Et donc, voilà, si ça n'est pas fait, ça peut poser problème. Oui, ça peut poser problème et ça peut, voilà, ça peut ne pas, disons, en quelque sorte, convaincre le politique, quoi, à partir du moment où le coordinateur lui-même ne sait pas ce qu'il doit faire, ou bien il avance à demi-pas sur des projets, ça ne légitime pas son rôle de transversalité au niveau de l'administration, mais également son rôle de porteur de projet et d'orientation stratégique par rapport au projet, quoi. Donc, je pense qu'il doit se saisir de cette occasion-là pour se dire, OK, au niveau de mes élus, j'ai cette légitimité de se dire, voilà ce qu'on a décidé de faire au COPIL et de donner, disons, un cadre à suivre par rapport à tout ça. La période de 6 mois là, qui s'ouvre, quelle va être du coup 3 justement mois.
3 mois plus jusqu'à Ah, l'installation. ouais. Donc, Ouais, la c'est période de l'installation. prudence, elle reste jusque-là. Donc, quel va être un peu ton programme de travail à toi? Sur Alors, quoi tu penses que tu vas pouvoir avancer? alors, je vais revenir sur quelque chose qui est très important pour nous tous en tant que coordinateurs. Je pense que pendant la période où nous sommes actuellement, s'il y a des décisions à prendre, c'est-à-dire des délibés à obtenir au niveau du collège, je pense que c'est maintenant qu'il faut le faire. Mhm. Donc, anticiper les actions qui vont être, disons, réalisées pendant la période de prudence. C'est maintenant que tout coordinateur ou tout agent POLEC doit s'impliquer pour obtenir le document, le précieux, là, le précieux document, donc la délibération du collège. Oui, c'est ça. Déjà notifier les projets. Déjà notifier le projet et faire passer ces projets-là avant qu'on rentre dans cette période-là. Donc, Et- il vous reste 5, 6, 7, 8 jours en 7 fonction de minutes. quand vous allez écouter Ben voilà, le podcast, donc, mais je voilà. pense que tout le monde doit se presser pour obtenir le sésame. Donc, je vais Voilà. dire ça comme ça. Le sésame pour tant que voilà, le projet qui est porté soit pertinent et soit justifié. Et donc, une fois anticipé l'action ou le projet qui doit être réalisé, eh ben, on va rentrer maintenant après le 13 juillet, on va rentrer dans la période et on ne fera que conduire les affaires courantes, comme on disait en début d'émission. Donc, quelque part, le CPC conduit aussi les affaires courantes de son programme. De quoi. son C'est programme, exactement, parce que, imaginons que les 6 actions POLEC, chez moi, je n'ai pas encore mis en place toutes les actions qui ont été définies dans le PAIDC. Quoi? Mais pour des questions voilà, de faisabilité. Mais les quelques-unes que je suis en train de conduire actuellement et qui impliquent la mise en œuvre des actions, eh ben, j'ai tout fait. Par exemple, le projet végétalisation échelle de quartier. De toute façon, je n'avais pas le choix parce qu'on avait jusqu'au 30 juin pour rentrer l'appel à projet. Eh ben, si on reçoit par exemple une dépêche ou une décision de la région comme quoi le projet a été retenu, Ça eh ben, ça fera partie des de ma conduite de projet pendant la période de 6 mois que tu as évoqué tout à l'heure et je me ferai le plaisir de le faire volontiers. Donc voilà, ça c'est une chose. Et pour d'autres projets aussi, par exemple la biodiversité, qui est un projet annuel, donc il n'est pas dit que pendant la période de prudence, je vais les abandonner. Non, pas du tout. Je conduirai alors les travaux, consultation des citoyens, si le temps me le permet de le faire, et aussi conduire la réalisation des travaux qui sont en cours, quoi. Donc, bien, comme tu dis, c'est maintenant, il faut s'activer pour planifier ce qui doit être fait pendant cette période-là, pour ne pas, disons, tomber, disons, Pas se tourner les pouces, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui écouteront notre podcast dès sa sortie auront ce précieux Voilà, conseil. ah oui, c'est ça, c'est ça. Se lancer dans un bon rétro-planning. Ils doivent, disons, de toute façon, regarder l'agenda des projets qui ont été planifiés. Si ce n'est pas encore fait jusqu'à maintenant, s'il y a déjà des deadlines encore qui sont exécutoires dans quelques jours, en tout cas avant le 13, je pense que c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut planifier tout ça Ouais. et obtenir le sésame, comme je disais tout à l'heure. Oui, j'imagine que toutes les communes ont encore au moins un conseil avant Ou un collège, le 13. un collège ou deux, en tout cas. Ouais, c'est ça, ou un collège. Ça avant- dépend, ça dépend. Chez nous, par exemple, on a le collège tous les jeudis. Et donc, ce qui n'est pas le cas Oui. dans toutes les communes. Donc, s'il y a encore des jours... on est quand aujourd'hui encore? Alors aujourd'hui, on enregistre le 5 juillet. Eh ben voilà, donc on a encore 10 jours Non, on a encore 8 jours. 8 jours Oui. pour faire tout ça. Ben voilà, si une commune a encore 2, 3 collèges qui sont planifiés avant, c'est maintenant d'obtenir des décisions que le CPC souhaite obtenir avant cette date-là. Bien, on espère que vous avez bien noté cette information cruciale. On va tout doucement se diriger vers notre dernier sujet. On a, en termes justement de planification, ça fait maintenant quelques années que la région essaie de mettre en avant notamment la thématique des réseaux d'énergie thermique. On ne dit plus réseau de chaleur, on dit réseau d'énergie Ah ben voilà. thermique. RET. RET, de son petit acronyme chéri. Toi, tu as un peu une position d'expertise là-dessus, puisque à Charleroi, vous êtes bien en avance sur le sujet.
Oui, tout à fait. Ben voilà, moi je voulais ici vous parler un peu de l'expérience de la ville de Charleroi au niveau des réseaux d'énergie thermique, puisque la ville a un potentiel assez intéressant au niveau de la chaleur à récupérer. Donc on parle ici de chaleur fatale au vu de la présence de beaucoup d'industriels sur le territoire de la ville. Donc c'était un peu pour vous parler de cette stratégie de planification qui s'inscrit relativement bien dans la stratégie wallonne qui, comme tu l'as dit, Marc, veut vraiment promouvoir les réseaux d'énergie thermique pour aider à la décarbonation de la Wallonie. Juste pour info, je crois qu'il y a aujourd'hui 1% de... 2%, 2%, ouais, c'est tout ça, à de fait. la chaleur globale des logements et des immeubles du tertiaire qui est utilisée Voilà, sur tout le à réseau fait. d'énergie. Alors que la stratégie wallonne prévoit qu'on pourrait utiliser 30 à 70% de cette chaleur pour Voilà, les un bon réseaux. Il y a de la potentiel. marge, Il y a de la ouais. marge, effectivement. Donc il y a encore de la marge en effet. Et donc voilà, à Charleroi, pour utiliser cette chaleur fatale qui est disponible en quantité, il y a de nombreux projets qui vont potentiellement voir le jour, notamment grâce à des appels à projets. Donc ici, on est plutôt sur les énergies renouvelables et plus la biodiversité. Donc peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a eu un premier appel à projet ici, début de l'année 2024. Qui a permis de sélectionner 12 projets, dont 3 sont situés à Charleroi. Donc la ville se réjouit de pouvoir les mettre en place dans les années à venir et qui se concentrent bien évidemment sur la récupération de la chaleur fatale des industries. Les trois projets là spécifiques, c'est sur la récupération de chaleur fatale. Oui, alors il y en a un principal, donc pour ceux qui connaissent un peu Charleroi, c'est sur le côté ouest de la ville, donc il y a beaucoup d'industries présentes à cet endroit-là, et l'idée c'est vraiment de récupérer cette chaleur fatale. Il y en a un autre réseau qui est déjà fonctionnel dans le haut de la ville, mais celui-ci n'est pas encore alimenté par des énergies renouvelables, mais à terme c'est la volonté. Donc voilà. C'était un peu pour vous parler de ces projets. Et peut-être juste préciser, parce que tu avais réalisé un atelier là-dessus, moi que j'avais suivi et un élément qui m'avait vraiment frappé et intéressé, c'est que il y avait une optique au sein de la ville, c'était de dire que chaque fois qu'il y avait des travaux, une ouverture de voirie, en fait, ils se posaient la question et ils installaient de manière préalable des conduites pour les réseaux de chaleur, là où ça avait du sens, mais même s'il n'y avait pas encore de projet, ils installaient des conduites. C'est correct, hein? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est plus ou moins ça coïncide cette réflexion avec l'arrivée de la stratégie wallonne, donc qui date de mars 2021. Et donc la ville a dit voilà, depuis cette année-là, on essaye dans tous les travaux de rénovation urbaine qui sont en nombre à Charleroi, peut-être aussi comme dans d'autres grandes villes, d'avoir cette réflexion sur l'installation potentielle de réseaux de chaleur. Et donc les collaborateurs de la ville qui étaient venus présenter cette stratégie insistaient vraiment sur le côté potentiel du territoire, donc de bien connaître tout le potentiel qui existe dans sa ville ou sa commune, de pouvoir anticiper, donc tu l'as dit, si possible, et s'il y a déjà un potentiel, installer des tuyaux potentiellement, et aussi saisir les opportunités de rénovation, donc s'intégrer dans d'autres chantiers de rénovation des quartiers pour avoir cette réflexion sur les réseaux de chaleur. Et aussi, ils insistaient également fort à terme pour pouvoir interconnecter les réseaux. Donc maintenant, il y en a déjà certains qui sont existants, mais ils se cantonnent à certains quartiers. Mais l'important était aussi d'imaginer le futur et de dire, ben voilà, à terme, est-ce qu'il serait possible de tous les interconnecter entre eux? Et donc c'est ce qui est prévu dans les projets qui vont se réaliser dans les années à venir. Ce qui est le cas par exemple à Copenhague, qui est souvent cité en exemple, où il y a plus de 90% de la ville qui est interconnectée sur des réseaux de chaleur. Hein, oui, je pense que cette ville-là en question est très connectée et que c'est l'idée de pouvoir couvrir tout le territoire de la ville. Tu mentionnais le fait de saisir les opportunités. Il y a aussi une obligation qui devrait s'appliquer aux villes. Tu peux nous en expliquer un peu plus?
Oui, tout à fait. Ben donc, toujours en lien avec cette fameuse stratégie de la Wallonie, les collaborateurs du SPW qui étaient venus nous parler des réseaux d'énergie thermique nous avaient annoncé l'obligation de réaliser des études d'opportunité pour l'installation de réseaux. Cette obligation qui devait normalement démarrer à partir de mars 2024, mais dont on n'a pas encore de nouvelles à ce stade. Et donc, pour situer un peu en quoi ces études d'opportunité devaient consister, elles devaient s'appliquer aux pouvoirs locaux, dès que ceux-ci concevaient un plan relatif à l'énergie et à la décarbonation, donc potentiellement des PAEDC, mais aussi s'il y avait une énergie déjà disponible sur le territoire. Donc si la commune avait un potentiel, elle devait réaliser cette étude d'opportunité. Donc ça, c'est pour l'aspect pouvoirs locaux, mais l'étude devait aussi s'appliquer pour les porteurs de projets, notamment lorsque ceux-ci envisagent des travaux assez importants, etc. Il y avait cette obligation de faire une étude. Alors, pas de panique, dans un premier temps, donc déjà, elle n'est pas encore d'application, dans un premier temps. Et aussi, elle devait être relativement light. Donc ici, à ses débuts, ça devait simplement prendre la forme d'un formulaire, je pense, sur le guichet des pouvoirs locaux. Oui, c'est ça, pas forcément, parce que dès qu'on parle d'études, on pense bureau d'études, mais là, c'était la volonté, en tout cas, que n'importe quelle personne au sein de l'administration ou CPC puisse la remplir sans trop de problèmes. Voilà, pour que au fil des années, on arrive, je pense, c'était à l'échéance 2028, où là, la demande serait d'avoir une étude beaucoup plus détaillée et plus complète, mais on aurait le temps de s'y habituer et de la mettre en place. Ouais. Donc on n'a pas encore les contours finalement de cette étude-là, mais il y a une certitude, c'est que ça va arriver et ça va. C'est vraiment une stratégie, un peu une lame de fond, donc on sait que ça va arriver. Donc on voulait un petit peu mettre l'accent là-dessus pour vous rappeler ça aussi. Et ça parce que prendra la forme d'un droit de tirage ou... Ah, excellente question. En parlant du droit de tirage, on vous renvoie vers notre podcast numéro 2 sur le sujet. Et là, effectivement, on n'a pas encore d'infos, mais c'est une quasi-certitude, peu importe, je pense, les couleurs politiques à venir, que ce genre de projets vont se mettre en avant. Mais ce serait intéressant d'avoir peut-être le retour de où vous vous situez potentiellement à Oufet par rapport à justement la notion de réseau de chaleur ou de réseau d'énergie thermique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on imagine plus pour les grandes villes, mais potentiellement ça peut s'appliquer aussi à des Je pense qu'il faut poser la question à Florian, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'il a eu un contact avec l'Université de Liège pour réaliser, dans le cadre d'un travail des étudiants en fin de formation plutôt. Donc, il nous a demandé de lui communiquer des bâtiments qui sont susceptibles d'être analysés dans ce cadre-là. Donc, je pense que je vais le laisser... Ouais, c'est pas vraiment réseau de chaleur à 100%, c'est plus pour faire des études sur le potentiel de géothermie pour alimenter, mais au sein d'un même bâtiment, pas dans l'ensemble d'un quartier. Par contre, il y a quelques mois, avec Tito, on avait discuté réseau de chaleur pour Oufet. On s'était renseigné avec un autre collègue de la faisabilité pour répondre à ce fameux appel à projet d'il y a quelques mois. Et il s'avère que au sein même du petit village d'Oufet, qui est également centre de la commune, il n'y a pas assez de demandes en besoin d'énergie. Et donc, il y avait aussi la question de quels citoyens vont être sélectionnés, quelles rues vont être sélectionnées pour faire partie de ce réseau-là. Comment est-ce que la facturation va se passer, comment est-ce que la communication va être utilisée envers le citoyen, où le réseau de chaleur va s'arrêter à 10 mètres de chez lui, ou le citoyen qui n'a pas été sélectionné pour avoir une tranchée devant chez lui. Et donc la décision a été prise de mettre ce projet-là plus tard, justement, s'il y a un étalement urbain... Après les élections. Non, plus tard. S'il y a un nouveau quartier qui se met en place ou autre, là la question se posera beaucoup plus facilement. Mais dans nos communes rurales, la plupart des villages ne sont pas assez densifiés que pour pouvoir bénéficier de ce type de projet. Il y a l'aspect densification et l'aspect aussi parfois, en fait,
tout le monde est déjà équipé en chauffage central et donc ne va pas forcément abandonner sa chaudière qui fonctionne très bien, qu'elle a changé il y a 5 ans peut-être, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une des difficultés aussi, évidemment, au développement des réseaux de chaleur. Et du coup, pour la géothermie, je profite de vous inciter tous en tant que coordinateur POLEC de prendre contact avec les universités proches de chez vous pour mettre en place des collaborations parce que les étudiants, pour leur projet de fin d'année ou leur projet de fin de cours, sont à la recherche de bâtiments concrets à étudier. Plutôt que d'étudier dans le vide, en tout cas c'était le discours que le professeur avec qui j'avais discuté tenait, qui ne supportait pas de faire des travaux inutiles et donc ils sont à la recherche de bâtiments concrets pour lesquels les conditions sont simples, avoir la volonté de changer de système de chauffage et avoir un besoin en énergie de chaleur, donc chaude ou froide, assez conséquent. C'est les 2 seules conditions pour avoir un projet clé en main de faisabilité et une plus petite partie de préfinancement. Et du coup, gratuitement. Oui, gratuitement, voilà. Et ça, tout le monde aime ça. Et ça peut être réalisé, du coup, en période de prudence aussi, puisque ça coûte rien. Exactement. Très bien, on arrive vers la fin de notre émission. Merci déjà pour les sujets. On va passer aux recommandations habituelles, des choses que vous avez lues, vues, envie de voir. Mélanie, qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci ? Alors moi, je vous propose peut-être un événement, ou plutôt une campagne qui s'appelle Osons la nuit. Si je ne me trompe pas, c'est à l'initiative de la Criée de Moucron, mais ça s'applique à toute la Wallonie. Et donc c'est une campagne qui incite les citoyens à dormir une nuit à la belle étoile, que ce soit dans leur jardin ou à l'extérieur, dans la nature, de manière autonome ou alors accompagnée par des experts entre guillemets de la thématique. Donc voilà, j'ai vu sur leur site qu'ils proposaient tout un tas d'outils pédagogiques pour les citoyens qui vont jouer le jeu de dormir une nuit à la belle étoile. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir et vous inscrire à l'action. Merci. Florian ? Oui, bien sûr. Moi, ce sera un ouvrage que j'aurai à vous conseiller de Cyril Dion, qui s'appelle Petit manuel de résistants contemporains, qui est une petite pépite à mes yeux. Pour la petite anecdote, une fois que j'ai fini de le lire, j'ai acheté 20 exemplaires que j'ai offert à tous mes cousins à Noël pour qu'il y ait un exemplaire par ménage autour de moi. Du coup, je ne dirais que ça pour vous aller le découvrir. Est-ce que tes cousins l'ont lu ? Une partie. Tito ? Oui, plutôt un événement comme tu l'as proposé tout à l'heure, mais j'ai voulu proposer un forum biodiversité autour de la ruralité. Donc voilà, la ruralité, pourquoi? Parce que je travaille dans une commune rurale et je pense qu'autour de moi, c'est que des communes, disons, rurales aussi. Et l'idée, c'est de convier tous les acteurs du territoire à la réflexion collective sur ce qui pourrait être mis en place pour protéger non seulement la biodiversité, mais aussi avoir un accent pointu sur la ruralité. Donc voilà. On vous mettra les infos en ligne, évidemment. Moi, je vais vous proposer, si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller voir la carte solaire qui a été réalisée par la région wallonne et que j'ai trouvé franchement plutôt bien faite parce que elle va vous permettre d'exprimer le potentiel solaire en fait de votre toiture, de voir si ça a un intérêt de mettre des panneaux solaires. Alors ça peut être fait évidemment au niveau individuel, mais aussi au niveau des communes. Et l'outil est vraiment assez puissant et bien pensé. J'ai fait l'exemple sur ma toiture qui est déjà équipée de panneaux solaires et vraiment ce qu'il proposait en termes de puissance, de production, etc. Et du coup de rentabilité également était tout à fait cohérent avec l'installation que j'avais. Donc je trouvais que c'était un vrai bon indicateur du potentiel de nos toitures et voilà, sans devoir du coup passer par des grandes études via des bureaux d'études, ça peut donner un aspect très rapide et potentiellement débloquer des choses. En tout cas, je trouve que ça valait la peine. Voilà pour les recommandations. Tito, on va te donner le mot de la fin, une petite conclusion. Comment s'est passée ton expérience dans ce podcast ?
Très bien, très bien. Je pense qu'on a interagi très efficacement plutôt. Et je pense que c'est non seulement éducatif, mais c'est également quelque chose qui va servir à chacun de nous, donc notamment les coordinateurs POLEC qui nous écoutent. Salut à tous. Et en fait, ça va un petit peu nous donner plus d'outils à mieux se concentrer sur le travail. Donc, on se concentre déjà mieux. Hein. Donc, c'est d'aller encore plus loin, de pouvoir toucher du doigt les réalités, aller, disons, vers les projets, comment anticiper les choses, comment prendre des décisions pour autant que ces décisions-là soient favorables à notre métier. Mais également comment travailler ensemble. Je pense ici, le fait d'initier ce genre de choses, je pense que ça permet à chacun de voir un petit peu plus loin et de s'unir ensemble pour faire quelque chose de très bien. Je pense que, comme je te l'ai dit l'autre fois, la personne qui a eu l'idée de créer ce podcast Polek, c'est quand même une géniale idée. Hein. Merci pour avoir pensé à ça. Parce que, en tout cas, ça donne beaucoup plus de visibilité au métier du coordinateur Polek, mais en même temps, ça met en exergue le métier qu'on fait et on aime très bien le faire. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ton enthousiasme communicatif. Et merci à vous aussi, Florian, Mélanie. Et puis, bah, nous, on se retrouve d'ici environ un mois, comme d'habitude. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast si vous avez été jusqu'au bout. Et à la prochaine. Merci Marc, à toi aussi. Merci à Marc. tous. Merci Au à revoir. tous. Au revoir. Salut.